Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour avec une émission thématique autour de... Alors, j'allais dire autour de Denis Père et autour de son expérience, mais finalement, il y en a 3 expériences, vous allez voir autour de la table, que j'ai réunies pour en fait me poser la question de savoir ce que l'entrepreneur peut faire en politique. Voilà, alors schématiquement, c'est est-ce qu'il faut qu'il aille en frontal le choix de Denis, est-ce qu'il faut qu'il aille en frontal face aux électeurs dans le système des partis, ou, vous allez voir, choix aussi d'ailleurs d'Isabelle Bordry qui sera avec nous, ou alors est-ce qu'il faut qu'il essaye d'influencer les textes de loi, et là-dessus le modèle de la loi Pacte, mais je ne sais pas si ça a vraiment marché d'ailleurs, en tout cas tel que ça a été rendu public, est peut-être un modèle intéressant sur la participation des entrepreneurs à la politique. Allez, c'est parti, on va discuter de ça pendant 1 heure. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, Denis Père, salut Denis. Ouais, bonjour. Merci de revenir nous voir par pure coïncidence d'ailleurs. Tu étais venu le jour où tu annonçais ta volonté de briguer l'investiture des Républicains. Voilà, donc c'était il y a combien de temps? C'était le 29 août. Le 29 août, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Isabelle Bordry, bonjour Isabelle. Bonjour qui vient nous voir régulièrement et qui a participé directement alors, à l'aventure de Denis Père, mais pas celle du... Je sais pas pourquoi, à chaque fois je dis RPR, moi. Je suis parmi de ce truc. Pas celle des Républicains, mais celle d'avant, celle de nous citoyens. Voilà. Et puis ensuite, tu as fait une campagne électorale, tu as fait la campagne municipale de Villani. De Cédric Villani. Dans le 8e arrondissement. Voilà, une attirance quand même pour les aventures borderline, on peut le dire comme ça. Pour des gens exceptionnels. Ah voilà, des gens exceptionnels. Et puis donc Sylvain Aurébi, salut Sylvain. Bonjour. Donc le patron des Tekousmi, mondialement connu évidemment. Ce qu'on sait moins, c'est que, alors, tu accompagnes la politique, toi, justement, de l'autre côté du miroir, on va dire ça comme ça. Et c'est particulièrement l'expérience de la loi Pacte, qui, je crois, t'a marqué d'ailleurs, Sylvain, mais on va en parler ensemble. L'expérience de la loi Pacte. On aurait pu aussi finalement discuter avec, mon Dieu, j'oublie son nom, le fondateur d'Unibail Rodamco, Monsieur Poitrinal. Sur la simplification, il a été très très loin lui aussi, mais sans s'engager sur la simplification. Bon, allons-y. Denis, qu'est-ce qui... Depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs, nous citoyens, c'était il y a combien de temps? C'était en 2013. 2013. Qu'est-ce qui, depuis donc bientôt 10 ans, te fait penser que l'entrepreneur doit aller au suffrage universel, parce que c'est ça, toi, ton sujet, pour essayer de changer le pays? Oui, l'entrepreneur, le citoyen, quand même, avant tout. Non, oui, mais là, c'est l'entrepreneur, parce que tous les citoyens peuvent y aller, mais c'est l'entrepreneur. Oui, complètement. J'y suis allé en 2013 parce que j'avais constaté qu'en 2012, on avait une campagne dont le principal thème était le coût du permis de conduire. Si on se rappelle le débat, les principaux débats entre Hollande et Sarkozy, c'était le coût du permis de conduire. Alors que le pays... oublié ça. Ah oui, alors que le pays était confronté déjà à des problèmes majeurs d'efficacité de la dépense publique, de fonctionnement, de création de richesse, de création d'emplois, etc., d'impôts déjà très élevés, de pouvoir d'achat. Ces sujets-là n'étaient pas réellement dans le débat. Et on parlait du coût du permis de conduire. Et puis on reprenait les boucs émissaires des extrêmes avec facilité. C'était la faute aux riches pour les uns, la faute aux étrangers pour les autres. Et après ça, Hollande a été élu, on se souvient, est arrivé avec son choc fiscal, c'est-à-dire devant des difficultés de financement de l'État, la seule solution qu'il trouvait, c'était d'augmenter encore les impôts. Et donc, j'ai eu envie de m'impliquer, sachant que j'avais déjà un historique de citoyens engagés et d'entrepreneurs engagés, puisque j'avais créé Croissance Plus en 96, 97, donc il y a 25 ans pratiquement. Mais c'est ça qui m'intéresse, Denis, en fait. Et donc, j'ai été aussi un lobbyiste oui, mais tu résumes le sujet. Est-ce qu'il vaut mieux Croissance Plus ou les partis politiques? Non, mais je pense qu'il faut les deux. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais, je pense qu'il faut les deux. Mais ce que j'ai fini par comprendre aussi à un moment donné, c'est que en tant que think tank, on va dire ça comme ça, ou lobbyiste pour la bonne cause, on nous écoutait aimablement, mais on avait du mal à avoir un impact important. Et donc, on constatait là, effectivement, avec Hollande qui arrive avec son choc fiscal, moi j'ai fait partie des pigeons aussi, je me suis engagé dans les pigeons à un moment donné, qu'on n'arrivait pas à avoir un impact substantiel.
et que la seule manière de les faire bouger, finalement, c'était de rentrer dans le débat public. C'était de les menacer. C'était de menacer de prendre leur place. Et ça a été d'une efficacité redoutable. Mais non, mais si, mais c'était non. mais si, Stéphane. Mais si, Stéphane. Si on regarde, nous citoyens, on a démarré, on était 100, et puis Isabelle et d'autres m'ont rejoint. Au bout de 9 mois, on avait 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants. Aux élections européennes de 2014, on avait juste 9 mois d'existence. On était le 9e mouvement politique français sur 26 présents à cette élection. Et je peux vous assurer que ça a été très, très remarqué dans les partis politiques. Tous les leaders politiques de l'époque, alors plutôt de droite, mais un peu aussi au centre-gauche, sont venus nous voir en essayant de comprendre ce qui se passait. Et ensuite, en quoi, qu'est-ce qui me fait dire qu'on a gagné ? On n'a pas été élu, c'est pas le sujet. On cherchait pas à être élu. J'ai jamais cherché à être élu à quoi que ce soit d'ailleurs. Moi, j'ai juste cherché à servir mon pays, à essayer de faire que la situation s'améliore. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on a plutôt gagné ? À la présidentielle de 2017, parce que ce qu'on n'arrêtait pas de se riner avec Isabelle et d'autres, c'est qu'on voulait pas en 2017 une présidentielle pour rien. On voulait pas la même chose qu'en 2012. Tu penses que Macron est le fils de nous citoyens, c'est ça ce que tu es en train de me dire ? Mais pas que d'ailleurs, pas que. Macron a beaucoup d'égards. On était un mouvement ni droite ni gauche. Non, mais... Stéphane, je termine. Vas-y. À la présidentielle de 2017, qu'est-ce qu'on scandait comme thématique avec nous citoyens ? Il y avait 2 thématiques majeures. La première, c'était l'implication de la société civile et essentiellement du monde privé dans la sphère politique, qui me semblait absolument essentielle, qui nous semblait absolument essentielle. Une classe politique qui est dominée par essentiellement des fonctionnaires et des politiques de carrière, qui sont tous les deux des catégories très légitimes à être impliquées, mais c'est pas suffisant. Il fallait des gens du privé. Donc, la société civile. Et l'autre grande thématique, c'était la réforme de l'État, l'impérieuse réforme de l'État. Et la baisse de la dépense publique en particulier, et en particulier le non-renouvellement d'un certain nombre de fonctionnaires qui partaient à la retraite. Et sur ces 2 thématiques, on avait gagné. Si on regarde les 2 candidats qui étaient les candidats courageux, les 2 candidats qui sortaient du déni en 2017, c'était effectivement Fillon et Macron. Les 2 ont repris ces 2 thématiques. C'était 2 thématiques majeures chez eux. Et je termine. Ouais, c'est allé plus loin que ça. Je termine. Non, mais je termine quand même. Non, mais je termine. Non, dernière phrase pour préciser simplement que moi, j'ai rencontré François Fillon à sa demande à plusieurs reprises et que j'étais sûrement pas le seul, mais je pense avoir assez largement contribué à construire son programme. Je me souviens d'une réunion avec lui en février 2016 où il me dit bon ben voilà, moi je veux mettre 600 000 fonctionnaires à la retraite tout de suite, comme ça fera moins de fonctionnaires qui embêteront les Français. Je lui ai dit attendez, 600 000 fonctionnaires à la retraite tout de suite, ça va coûter une fortune à la dépense publique. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas renouveler 600 000 départs à la retraite. Donc il faut supprimer 600 000 postes de fonctionnaires. Et donc il a mis dans son... Encore une fois, j'étais pas le seul, mais il a mis dans son programme la suppression de 500 000 postes. Isabelle, t'as vécu tu vis la chose de la même façon. Et toi aussi, tu vas me dire que Macron est le fils de non-citoyens, de nous citoyens. Non. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est j'ai absolument suivi Denis lorsqu'il est venu me voir en disant il faut effectivement changer, remettre de la société civile en politique. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, c'était les européennes, et on avait en face Marine Le Pen, qui allait atteindre des taux historiques. Et en face, nous avions des hommes politiques de carrière, pour reprendre les termes de Denis, qui avaient été élus en 71, en 90, en 80, dont je ne connaissais même pas l'existence. En 71, tu dis ça comme si c'est... Non, mais qui étaient tous tête de liste de leur parti politique, que la France ne connaissait pas, et qui étaient incapables d'expliquer pourquoi l'Europe était un élément absolument essentiel pour tous les citoyens français. Il y avait l'Europe, c'était l'époque de l'Europe bashing, et devant, il y avait Marine Le Pen, et personne n'arrivait à contrecarrer la montée en puissance de Marine Le Pen. Et donc là, il y a eu un réflexe citoyen, société civile. Il y avait des sujets qui n'étaient pas expliqués, effectivement, ce qu'évoquait Denis, le pouvoir d'achat, etc. On a fait 1,5%. J'étais à la tête de la région Île-de-France, je suivais Denis, on a fait 1,5%. En 9 mois, même pas, en moins que ça, parce que la campagne avait commencé en janvier. On a renouvelé les gens qui, tout d'un coup, se préoccupaient de la politique. Mais je vais être brutal, mais tu renouvelles rien du tout avec 1,5%. Très bien. Le parti animaliste, il fait plus. Non, à l'époque, on était le premier des petits partis. Absolument. À cette élection européenne, nous avons été les meilleurs scores des petits partis. Absolument. Et ce qui est intéressant, et je pense que pour moi, ça marque la faillite du système et des partis politiques. Et d'ailleurs, je trouve que la primaire LR actuelle marque la faillite du renouvellement des partis politiques. Ils n'ont pas compris la leçon. Aux dernières présidentielles, il y a quand même eu 2 personnalités dans les 4 premiers à la présidentielle. On a eu 2 personnalités qui étaient hors parti politique. Macron,
qui n'a pas été choisi par Non, le PS. tout à fait, absolument. Et on a eu Mélenchon, avec la France insoumise. Non, qui mais tout tu vas d'un pas me coup- dire que Mélenchon est hors parti Mais politique. la France insoumise était un nouveau parti politique. Donc on a eu tout d'un coup, à cette présidentielle, 2 personnalités qui sont arrivées entre 24 et 19%, donc ce n'était pas 1,5%, qui ne faisaient pas partie des partis politiques classiques. Et donc je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que la vie évolue. Et on parle de transformation digitale pour Ouais, les tout à entreprises, on traite ça toute la journée. Mais les partis politiques, depuis une dizaine d'années, n'ont pas su se renouveler. Et Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, etc., ils sont déjà vieux alors qu'ils ont notre âge. Mais il n'y a jamais eu un renouvellement, une innovation, dans les idées, qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment. Est-ce que ça, Et deux, oui, dans mais le ça, choix des Isabelle, est-ce que le fait que, mais il va nous raconter, Denis, ce qui s'est passé, on fera ça tout à l'heure, mais est-ce que le fait même que tu arrives à ce constat ne marque pas l'échec, en fait, de l'ensemble de vos initiatives par rapport à ce que va nous raconter Sylvain, par exemple, sur la loi Pacte, la façon dont ça transforme en profondeur, je pense, en fait, j'avais pas compris cette loi Pacte, pour le coup, Sylvain, je dois avouer, de la façon dont ça transforme en profondeur nos entreprises, tu vois, le fait même que tu dises, aujourd'hui, LR est un parti dirigé par des vieux de 50 ans, on est tout à fait d'accord là-dessus, ça ne marque pas votre échec. Stéphane, pour la première fois depuis 40 ans, à la présidentielle de 2017, on a parlé de réduire le nombre de fonctionnaires. On le doit à qui, ça? On le doit à nous. On le doit à nous. T'en es persuadé? Alors, mais intimement persuadé. Tant mieux, tant mieux. C'était la principale thématique de campagne qu'on avait. T'es d'accord? Et par ailleurs, maintenant, on va être plus précis sur les mesures. On a aussi réussi à faire passer d'autres messages. Par exemple, un des messages très forts qu'on faisait passer aussi, c'était la nécessité de barémiser les indemnités de licenciement. On parlait des verrous à la création d'emplois. Ouais. On disait, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai la main qui tremble quand je signe un CDI parce que je ne vais pas pouvoir débuter. Donc, ça, on l'a mis dans la campagne Denis, aussi. non, alors, Stéphane, non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je t'arrête tout de suite. termine. Non, parce que je veux que Sylvain donne son sentiment. Mais ce dont on va parler, justement, c'est qu'en fait, l'entrepreneur qui a gagné, c'est Macron. Il n'a pas gagné sur des mesures techniques telles que tu les détailles là. Il a gagné sur ce que tu fais toi quand tu montes une boîte, sur créer quelque chose d'enthousiasmant. Mais bien sûr, mais il a repris, Stéphane, il a repris nos thématiques, il a même repris nos statuts. Et il a repris nos fichiers. Et je m'en félicite d'ailleurs, parce que moi, c'est un moment où j'avais décidé de passer la main, parce que j'avais passé 1 an et demi formidable, mais entre-temps, je ne voyais plus mes enfants, ça faisait 25 ans que je ne les voyais pas, donc j'avais quand même envie de passer un petit peu de temps avec eux. Il a repris nos idées, nos statuts et nos fichiers. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et il a créé un nouveau parti. Sylvain. Et je m'en félicite. Après, malheureusement, le bilan n'est pas tout à fait celui qu'on aurait aimé. C'est un autre sujet. Mais au moins, on a facilité cette émergence-là. Sylvain, comment est-ce que tu vois le truc? Alors d'abord, est-ce que tu es d'accord avec la vision qu'ils ont tous les deux, que Emmanuel Macron est le fils de l'initiative entrepreneuriale, le produit non, mais on a facilité. de l'initiative entrepreneuriale, ça. parce que ça, je dois rendre hommage à l'initiative entrepreneuriale, absolument. C'est le père de Ensemble Citoyens, j'ai noté, Emmanuel Macron, puisque c'est le nom du nouveau mouvement qui regroupe la majorité présidentielle. Ensemble, c'était Jospin quand même, à mon avis, quelqu'un va lui rappeler. Non, je pense pas. Enfin, moi, j'ai une vision un petit peu différente, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, déjà, je n'envisage pas de me lancer en politique. Et d'abord, je ne pense pas qu'on puisse faire les deux de front. Il faut choisir. Denis est un ancien entrepreneur qui est devenu ou qui souhaite devenir homme politique, je ne sais pas comment le dire. Donc on ne peut pas faire les deux. Moi qui suis entrepreneur, qui suis à la tête d'une boîte, je ne peux pas me permettre de faire de la politique. Chaque fois que je donne une opinion sur une chaîne ou un réseau social, je me fais bâcher par la moitié du pays et adoré par l'autre moitié. Donc c'est impossible. Et ça crée des scousses dans la boîte? Évidemment. Évidemment. Je ne peux pas émettre une opinion politique sans que mes collaborateurs se sentent blessés par cette opinion ou l'acceptent. Donc je ne peux pas, et mes clients. Ouais, combien de fois j'ai eu le malheur de dire que Brigitte Macron buvait notre thé. Bon, il se trouve qu'Emmanuel Macron en boit aussi. Eh ben, je me suis fait insulter en disant « Oh, mais si on avait su, on n'aurait pas acheté. » Mais à quoi ça ressemble? Donc, en fait, quand on est engagé en politique, on ne peut pas être entrepreneur, surtout d'un produit qui est un produit grand public qu'on peut acheter dans des boutiques. Ouais, donc, tout à fait. C'est pas possible. Donc il faut choisir. Moi j'ai choisi d'être entrepreneur, mais néanmoins je m'intéresse à la chose publique, je m'intéresse à ce que font nos gouvernants et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Et quand on m'a proposé au tout début du quinquennat de participer à l'élaboration de la loi Pacte, j'ai sauté à pieds joints. Vous étiez combien, on était Sylvain? 6 entrepreneurs et on était en binôme avec 6 parlementaires.
Et moi, j'étais avec Sophie Errante, qui est aujourd'hui présidente du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Il y avait Stanislas Guérini, qui était là, qui travaillait avec Agnès Touraine, je crois, qui a travaillé sur les entreprises à mission, etc., sur l'administration des entreprises. Il y avait Olivia Grégoire, qui est devenue ministre depuis. Bon, on était un certain nombre d'entrepreneurs et on travaillait avec un parlementaire qui, lui, savait comment ça se passait. Parce que nous, on a beaucoup d'idées. Et derrière, le parlementaire t'explique non, mais ça, tu peux pas le faire, ça, tu peux pas le demander. Enfin, donc, on nous cadre un petit peu. Et c'était tout à fait passionnant parce qu'on a pu apporter notre expertise de chef d'entreprise pour des décisions qui concernaient les chefs d'entreprise et les entreprises. Donc, ce qui a été fort, c'est qu'on a pu dire voilà ce qu'il faut faire. Et les politiques nous disaient on ne peut pas. Souvent, ils nous disaient non, ça, c'est pas possible. Et là, on intervenait pour expliquer pourquoi il fallait le faire. Et on rentrait dans le détail et on a obtenu beaucoup de décisions de cette façon. Pas toutes, évidemment. Non, mais enfin, quand même un certain nombre, objectivement. C'est vrai que cette loi PACTE, qui est la loi fondatrice économique de ce quinquennat, elle est importante parce que aujourd'hui, les entreprises à mission, quand la loi PACTE l'a proposée, tout le monde a rigolé en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Aujourd'hui, Bicorp aux États-Unis et l'entreprise à mission en France est devenu quelque chose de majeur et de central. Qu'on aime ou pas d'ailleurs, chez Danone, ça n'a pas fonctionné parce que c'était complètement dans un sens. Non, mais bon, c'est plus largement on a insufflé le sujet de la compliance qui est aujourd'hui en train de s'imposer partout. On a surtout expliqué aux politiques comment fonctionnait une entreprise parce que ça, ils ne le savent pas. Ils n'y comprennent rien. Et donc, quand ils arrivent avec des mesures qui ne sont pas applicables ou qui sont nocives. Et on leur explique pourquoi elles sont nocives et comment il faudrait les modifier pour les faire appliquer. Et là, ça fonctionne parce qu'ils écoutent. Vas-y, Isabelle. Ils sont intelligents, ils écoutent. C'est un point clé parce que je pense que la vie politique avec un grand P, c'est une vie qui n'est pas unique, c'est-à-dire que vous devez avoir plusieurs casquettes. C'est très compliqué de légiférer dans le droit du travail quand vous n'avez jamais embauché et jamais licencié. Et donc, ce qui ne va pas dans les politiques de carrière, qui expliquait très bien tout à l'heure Denis, c'est que il faut, et d'ailleurs c'était comme ça dans les années 70. Moi, je viens d'une famille qui s'est toujours beaucoup impliquée en politique, mais mes grands-parents étaient médecins. C'est-à-dire qu'il était médecin, mais il s'impliquait aussi avec des mandats locaux. Et donc, en fait, il y avait cette respiration qui était de dire, ben voilà, des personnalités de la vie, de la société civile, qui veulent apporter une brique supplémentaire, s'engagent. Et ils savent ce que ça veut dire, la vie Mandats locaux, réelle. ça n'a Donc, rien à voir, on Isabelle. n'était pas dans des politiques hors sol. Ce que reprochent aujourd'hui les jeunes, qui d'ailleurs ne s'engagent plus beaucoup en politique, ils s'engagent plus dans des associations pour sauver la planète, donc c'est un engagement différent. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a un espèce de constat fataliste qui est de dire les politiques ne changent plus rien, les politiques n'y comprennent plus rien, les politiques sont en décalage par rapport à nos problématiques quotidiennes. Et donc, quand vous avez un Denis Père, un Cédric Villani, qui ne sont pas forcément complètement sur les mêmes idées, qui s'engagent, c'est juste extraordinaire. Parce que ce sont des gens qui apportent une expérience qui n'a rien à voir avec celle de Xavier Bertrand, alors qu'il est formidable. Ou Valérie Pécresse, qui est une femme brillante. Et donc, vous apportez de la respiration dans un monde politique qui, comme le soulignait Sylvain, ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise et tout d'un coup est obligé de légiférer sur ces sujets. Non, mais juste une incise là-dessus, mais vous avez tous remarqué comme... Il suffit qu'ils aient bossé 6 mois quelque part de manière à peu près normale et ils en parlent toute la journée, quoi, les gars. Et Xavier Bertrand, agent d'assurance, personne n'ignore qu'il, je ne sais pas combien de temps il a été agent d'assurance, ce qui lui permet d'avoir des avis définitifs sur la sécurité sociale aujourd'hui. Il est d'ailleurs très dur vis-à-vis des assureurs aujourd'hui. Il a tenu non, des il est contre la grande sécu. L'année dernière, très difficile vis-à-vis de Denis, est-ce que c'est pas... Tu comprends l'influence qu'ils ont pu avoir dans la rédaction de cette loi ? Est-ce que ça ne dépasse pas l'énergie dingue que tu as mis ? Stéphane, je ne suis pas d'accord. Enfin, ce qu'a fait Sylvain, c'est très très bien et c'est remarquable. Et moi, je le félicite d'avoir pris le temps. Et je comprends très bien ce qu'il dit par ailleurs en tant que chef d'entreprise. Moi, je l'ai été aussi quand j'étais à la tête de Kiala. J'avais des clients qui partageaient, la moitié partageait mes idées, l'autre moitié me détestait. Donc, j'intervenais le moins possible dans le débat public. Et effectivement, je me suis lancé dans nos citoyens. J'avais plus aucune responsabilité d'entreprise. Ouais, et c'était essentiel. Ouais. C'était essentiel parce que je comprends parfaitement ce qu'il dit. Les clients, les employés, enfin, c'est très très compliqué. Donc, il faut être totalement autonome pour le faire. Mais ce qu'il a fait est très très bien. Mais ça fait 25 ans que tous les présidents successifs de Croissance Plus font ça régulièrement. Sur tous les textes de loi qui concernent l'entreprise. Moi-même, le premier texte de loi qu'on a fait voter, c'était la création des BSPCE, qui est un outil qui permet d'associer les employés à la création de richesses. C'était en 97, avec un gouvernement de gauche en plus, qui n'était pas super ouvert a priori, puis on a réussi à les convaincre. Bon, et donc... ce travail-là, moi, ça fait 25 ans que j'y contribue et mes successeurs à la tête de Croissance Plus aussi. Donc ça, on sait faire et c'est très bien. Mais ça,
ça ne permet pas de prendre les mesures fondamentales de restructuration du pays. Ça ne permet pas de mettre en œuvre les réformes structurelles, Stéphane. Mais toi non ça plus. permet de faire des... Si, moi si, parce que Fillon, dans son programme... Alors, est-ce qu'il l'aurait fait? C'est une autre question. Mais Fillon, dans son programme, avait mis, je vous le rappelle, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires en s'appuyant sur les départs à la retraite. Ça, il ne l'a pas assez dit, des fonctionnaires, et donc sans supprimer de fonctionnaires existants. Et alors, Macron avait mis 120 000. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais au moins, c'était dans le débat. Et ça l'est de nouveau, d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que dans la primaire LR, enfin le congrès LR maintenant, alors j'ai peut-être un peu contribué modestement aussi en y allant, en essayant de secouer le système, c'est de nouveau encore là. Vous avez Ciotti et Pécresse qui tous les deux sont sur ces thématiques. Donc c'est encore là. Et c'est grâce, je pense, au travail qu'on a fait, à l'énergie qu'on a déployée. Mais pour réformer la France, il faut effectivement de l'énergie, c'est sûr. Et donc tout ça, c'est complémentaire. Ce que fait Sylvain, c'est formidable. Ce qu'on a fait, nous, c'était beaucoup plus ambitieux, parce que ça, je l'avais fait, c'était très bien, mais je voulais faire beaucoup plus. Et effectivement, c'est compliqué, mais je pense qu'on y a contribué, Stéphane. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est lorsque vous vous lancez en politique, vous avez accès aux médias aussi, sur des sujets qui sont effectivement des sujets nouveaux et que vous apportez au débat, ce que expliquait Denis. Et puis après, vous faites des réunions publiques. Vous faites des réunions publiques où vous avez des gens de votre arrondissement, de la région, etc., qui viennent vous écouter et qui viennent participer à tous les niveaux à ce débat, qui prennent parti, etc. Et c'est formidable parce que vous infusez des choses nouvelles. Et c'est ce que n'arrive plus, à mon sens, à faire les partis classiques. Et d'ailleurs, on en avait discuté un jour avec Valérie Pécresse, qui était désarmée face à la moyenne d'âge des gens qui venaient l'écouter dans sa région. C'est-à-dire que faire déplacer des jeunes... Et toi, c'était quelle moyenne d'âge, nous, toi? On avait, avec nos citoyens, que des jeunes qui disaient c'est formidable. Et on avait des 30-40 ans. Et dans ma campagne récente, mais j'avais plein de jeunes. Mais je n'avais quasiment que des jeunes. Effectivement, les gens des LR en revenaient pas. Ils disaient, lui, il attire les jeunes. Voilà. Comment il fait? Parce que je parlais de la vraie vie, parce que je parlais de choses concrètes, parce que je parlais du terrain. Les gens venaient me voir à la fin, ils me disaient, bah vous au moins, vous parlez du terrain, de choses que vous connaissez. Je me souviens d'une réunion publique à Bobigny, qui était quand même dans un endroit compliqué. À la fin de la réunion, j'avais des jeunes femmes qui sont venues me voir en me disant, on a compris que vous êtes chef d'entreprise. Voilà mon CV. Est-ce que vous pouvez m'aider à rentrer chez L'Oréal? Et ça, c'est des moments uniques. Elle était venue pour écouter un débat politique. Elle était là pour comprendre les positions des uns et des autres sur le marché du travail, sur comment s'intégrer, etc. On était à Bobigny, c'était que des jeunes qui étaient venus, qui étaient rentrés dans le débat, et à la fin, ils viennent vers vous en vous disant comment on peut faire pour avancer, etc. Et donc ça, non, mais là, c'est des moments... c'est pas comment on peut faire pour avancer. Là, elle te pousse vers le clientélisme basique. Alors, à un député classique, on lui dit « trouvez-moi un logement », et à toi, comme tu es entrepreneuse, on dit « aidez-moi à rentrer chez L'Oréal ». Le point clé, c'est que tout d'un coup, elle avait quelqu'un qui, en face d'elle, en tous les cas, elle avait l'impression, comprenait sa difficulté. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est-à-dire que les sujets que l'on a portés ont eu un écho, certains, sur une tranche d'âge ou sur des gens qui ne s'impliquaient plus en politique. Sylvain, vas-y. Je comprends tout à fait ce que... C'est intéressant. Ce que disent mes camarades, oui, c'est tout à fait intéressant. Très intéressant. Mais moi, je pense que le chef d'entreprise a un pouvoir d'influence qui peut être important quand il a l'écoute des politiques. Pendant des années, personne n'a écouté les chefs d'entreprise. Personne. Et Croissance Plus, c'est très bien, mais ça reste un syndicat, entre guillemets, qui représente des patrons. Donc c'était un MEDEF beaucoup plus moderne, beaucoup plus remuant, certes, mais ça restait un syndicat. Et quand on parle à un syndicat, on se dit qu'il défend son bout de gras. Le patron... Moi, en tant que patron, je ne suis pas là pour défendre les patrons, je suis là pour défendre finalement l'entreprise en général et faire en sorte que tout ça fonctionne mieux, qu'on nous donne les moyens de bien travailler. Et ça, on l'a fait et j'ai continué après la loi Pacte. En fait, parce que moi aussi, eux ne comprennent rien à l'entreprise, mais moi, je ne comprenais rien à l'État. Et j'ai finalement compris que le ministre, ce n'est pas lui qui décide finalement. Derrière le ministre, il y a une administration. Et l'administration centrale, il y en a 180, je crois, ou 184 en France, et finalement, c'est eux qui mettent en musique. Quand le ministre a décidé quelque chose, quand une loi est votée, il faut que le décret d'application soit publié, et puis après, il faut que l'administration applique.
Eh bien, quand l'administration, ça lui plaît pas, qu'elle veut pas appliquer, elle n'applique pas. Et le ministre, il a beau faire, et Macron a souffert de ça, comme Sarkozy avait souffert de ça à l'époque où il était ministre aussi. Et en fait, on comprend finalement que l'inertie du système. Le politique ne décide pas de tout. C'est l'administration qui a la main là-dessus. Et en fait, l'administration, comment la faire bouger ? C'est ça la vraie question. Et je ne pense pas que l'entrepreneur en politique puisse faire bouger l'administration. Et la force... D'où l'expérience d'un mot, mais d'où l'expérience de Guillaume Poitrinal, qui qui se fracasse après, mais un boulot énorme sur la commission de simplification avec Thierry Mondon à l'époque. Donc en plus, il est avec un ministre. Absolument. Et il se fracasse de la simplification et il se fracasse sur la force de l'État profond, comme disait l'autre. Parce que l'administration a vraiment la main sur tout ça et que si elle n'est pas d'accord, elle ne le fait pas. Point final. Et ça prouve bien. Alors juste quand même, une toute petite parenthèse, Croissance Plus, c'est un syndicat, entre guillemets, c'est un syndicat de patrons, mais c'est un syndicat de patrons qui se bat depuis 25 ans pour essayer de créer un environnement propice à l'émergence d'entreprises innovantes, pour essayer de faire que la France soit une start-up nation, et elle l'est pas mal devenue grâce à nous. Et donc ça, c'est l'intérêt général. Et le premier combat qu'on a mené, c'était un combat pour permettre aux employés de devenir des actionnaires. Donc on n'était pas un syndicat qui se battait pour les patrons eux-mêmes, mais qui se battait pour leurs employés. Je précise quand même ça, c'est important de le rappeler. Pourquoi, effectivement, c'est compliqué de faire bouger l'administration ? C'est compliqué de faire bouger l'administration parce que les gens qui ont été élus, dont on parle là actuellement, n'ont pas été élus avec un mandat pour faire bouger l'administration. Et donc tout le très bon travail que vous faites de conseil à aller dire tiens, il faudrait faire ceci, cela différemment, malheureusement ne fonctionne pas parce que le type qui est à la tête n'a pas un mandat suffisamment fort pour la faire bouger précisément l'administration. Même si Macron, quand même, je vous le rappelle, devait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, malheureusement il en a rajouté 120 000. Bon, oui, il devait mais 120 000, non, Denis, il n'en a pas rajouté 120 000. Si, les chiffres de l'IFRAP, c'est même 129 000. Allez voir Agnès Verdier. Ah ouais, enfin, alors, je vais le dire très franchement, je me méfie énormément des chiffres de l'IFRAP. Voilà. Écoutez, non, vraiment. Il en a rajouté 35 000 dans l'éducation nationale, 35 000 dans l'éducation, sans en supprimer aucun. Et ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été créés dans diverses autres administrations, en particulier des collectivités locales. Les chiffres sont très précis, c'est 129 000. Après, on peut en débattre, et vous en débattrez avec Agnès si vous voulez, mais c'est les chiffres aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu de suppression de poste. Il n'y en a pas eu. Non, ça d'accord. Voilà. Donc les 120 000, après on peut débattre. 120 000, ça me paraît énorme. Voilà. Mais en tout cas, non, mais rajouter des profs, c'est bien. Sauf que s'ils sont face aux élèves, Isabelle. Non, mais bien sûr. Pas s'ils sont dans le back office. Mais bien sûr. Mais sauf que rajouter des profs, ça rajoute de la dépense publique à un pays qui en a déjà énormément, qui a 56 points de PIB, même 60 en période de Covid. Et donc ça rajoute encore des impôts ou de la dette sur la tête de nos enfants. Donc c'est un énorme problème. Alors qu'on a des services administratifs pléthoriques dans l'éducation nationale. Je ne veux pas qu'on parte sur un débat sur la dépense publique, la dette, etc. Non, on va l'éviter, mais voilà. Donc c'est important d'ajouter des profs et de mieux les payer. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, en particulier les premières lignes. Mais donc si on n'a pas quelqu'un qui est élu pour aller porter ces idées-là, et si on n'a pas des gens comme nous, effectivement, qui dépensons énormément d'énergie, énormément de temps à essayer de les convaincre que c'est important, et à aller sur leur terrain, et donc à les menacer, même petitement, mais les menacer suffisamment pour qu'ils bougent. Alors attends, on marque une pause justement, et on va voir en quoi tu les as menacés avec cette aventure LR. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis, et donc débat autour de ce que peut faire l'entrepreneur en politique. Denis, donc les Républicains, alors à un moment même en fait, je ne comprenais pas, c'est-à-dire que tu n'étais même plus cité. Oui. C'était ahurissant, tu n'existais plus. Absolument. Mais oui, mais quelle image! Ils t'ont éjecté, Denis. Oui, mais Stéphane, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où... Attends, je finis juste. Tu as eu une phrase qui m'a marqué. Tu as dit la performance, je sais ce que c'est. J'ai fait ça toute ma vie. Bon. Sauf que là, tu te retrouves, sorti, éjecté, on n'en parle plus. Oui, alors sauf que je suis revenu quand même, je me suis battu. Ah, mais c'est un truc de dingue. Mais Stéphane, et oui, effectivement, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai essayé de rencontrer Christian Jacob dès début août, à travers 2 personnes qui le connaissent très bien, dont un des dirigeants des Républicains qui me disait, c'est formidable que vous impliquiez dans la primaire, ça va valoriser notre primaire. Donc on voit bien que c'était pas un sentiment quand même partagé par tout le monde que de dire qu'il voulait pas de moi. Et puis Jacob, j'ai fini par le rencontrer que le 29 septembre en tête-à-tête. Donc j'ai mis 2 mois à le rencontrer. Entre-temps, je m'étais effectivement
effectivement annoncé le 29 août. J'avais annoncé ma candidature le 29 août. Et effectivement, il n'a pas repris. Il m'a ignoré. Il a fait comme si j'existais pas. Mais les journaux aussi, Oui, c'était mais dingue. les journaux aussi, parce que les journaux, finalement, ils voyaient que Jacob considérait que ma candidature n'était pas recevable. Donc les journaux, ils n'en parlaient pas non plus. Ouais. Et donc il y a un journaliste auquel je rends hommage, qui s'appelle Julien Denis, de France Info d'ailleurs, du service public, qui a fait son travail à un moment donné, qui a interpellé Jacob, qui lui a dit, mais exactement ce que vous dites, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas de Denis Père? Il est candidat là, il s'est déclaré, pourquoi vous ne parlez pas de lui? Et donc Jacob et son entourage ont dit, mais en fait, oui, mais c'est parce qu'il n'est pas adhérent. Alors, sauf que le fait d'être adhérent était... D'abord, j'étais adhérent depuis le 27 août, pas depuis très longtemps, mais j'étais adhérent depuis le 27 août. Et puis le fait d'être... que Xavier Exactement. Et le fait d'être adhérent n'était pas un critère, puisque ni Bertrand ni Pécresse n'étaient adhérents. Donc on voit bien que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc ils ont filé d'ailleurs sous la pression d'ailleurs à la fois des médias, mais aussi en interne, parce qu'il y avait beaucoup de gens en interne quand même qui étaient choqués. Et je pense par exemple que Valérie Pécresse l'était. Elle me l'a jamais dit comme ça, mais en tout cas elle a toujours été très bienveillante évidemment. Et d'autres, Juvin aussi était très bienveillant. Donc il y avait pas, le sentiment n'était pas partagé. Et donc à un moment donné, il a fini par céder. Mais donc j'ai pu effectivement rentrer dans la primaire qui était devenue un congrès que le 13 octobre, après m'être annoncé le 29 août. Donc je n'ai fait que 2 semaines de campagne. Et pendant alors c'est là que j'étais déçu, parce que moi je voulais faire au moins 8 semaines de campagne pour faire de la pédagogie, faire passer tous les messages que j'ai commencé à évoquer, surtout la réforme de l'État qui me paraît essentielle. Mais je n'ai fait que 2 semaines de campagne. Et pendant ces 2 semaines en plus, j'ai eu la chance d'avoir des messages très bienveillants d'un certain nombre de cadres LR, c'est comme ça que la presse les mentionnait, qui disaient, c'était repris dans le Parisien, sur le site de France Info, il n'a strictement aucune chance d'avoir ces parrainages. Et donc il y avait pas mal de journalistes qui disaient, attendez, j'ai compris que vous avez strictement aucune chance d'avoir vos Non, parrainages. mais ils ont on va pas vous donner la organisé, parole. ils ont Oui. organisé le fait que tu Oui. n'aies pas les parrainages, Denis. Je vais pas aller jusque-là, Stéphane. Je sais pas si je les aurais eu avec 8 semaines de campagne. Je pense que j'avais beaucoup plus de chance, parce que les 2 semaines que j'ai pu faire, j'ai collecté 37 parrainages et la courbe est partie à toute vitesse. Je suis même intervenu au Sénat, dont des sénateurs. Il y en a un qui s'est levé à un moment donné, un sénateur de la Haute-Loire, qui a dit, mais on n'a pas vu encore tous les candidats, mais vous êtes de loin le meilleur. Enfin bon, donc j'avais un enthousiasme qui était phénoménal de la part de beaucoup de gens au sein des Républicains. J'ai fait une intervention au siège des Républicains à Vaugirard. J'avais 150 personnes qui étaient là. J'étais ovationné 5 fois. J'ai des jeunes à la fin qui sont venus me voir en disant, je veux créer avec Denis Père, le mouvement des jeunes avec Denis Père. Donc on avait une dynamique qui était en train de se créer, qui était phénoménale. Mais en 2 semaines, réunir 250 parrainages, c'est juste invraisemblable. C'est pas possible. Il y a aussi une chose, c'est... On parlait tout à l'heure de la présidentielle de 2017, avec 2 partis nouveaux qui tout d'un coup arrivent dans les 4 premiers. Ça fait 5 ans que Christian Jacob aurait pu travailler sur les idées et identifier des hommes différents, Ouais. Denis ou d'autres. Et on se retrouve à 3 mois de 4 décembre, 6 mois de la présidentielle, avec des gens qui sont là depuis 25 ans. Et donc je trouve qu'il y a une responsabilité absolument énorme. Alors je ne sais pas si on peut dire des cadres du parti, parce que les hommes politiques, Valérie Pécresse est très ouverte, enfin voilà. Il y a une responsabilité des cadres du parti, d'un immobilisme. Alors, je ne sais pas si c'est une question de financement, si c'est une question de position. On m'a même dit un jour, mais vous savez, madame, pour être ministre, il faut avoir collé des affiches à 25 ans. Ouais. Et ça, c'est quelque Il faut chose faire un qui... parcours. Il faut faire un parcours, comme si on faisait carrière en politique. Ouais, Non, on ne fait pas carrière en politique. On s'investit en politique parce qu'on a une mission et qu'à un moment donné, on veut rentrer dans le débat politique. Et donc tout ça, ça sclérose le monde politique. C'est une grande responsabilité des cadres des différents partis, mais c'est vrai du côté LR, mais c'est vrai du côté PS. Regardez le niveau du PS aujourd'hui. C'est pas normal. Bon. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Oui, enfin, Sylvain? tout ça n'a Parce que plus rien à voir avec l'entrepreneur finalement. Si, On est en train si. non, on est en train de faire une critique des partis politiques Oui, mais c'est pour ça j'apprends qu'ils tout à fait dans estiment ce sens. qu'il faut rentrer dans le l'arène. système. Mais aujourd'hui, pour je le suis renouveler désolé. de l'intérieur. non. Oui, mais aujourd'hui, regardez tous les ministres, il y en a beaucoup qui n'ont jamais collé d'affiche de leur vie. Olivia Grégoire, elle Oui, Macron était a avocate. participé à renouveler Blanquer, le je pense pas qu'il ait collé personnel, d'affiche dans sa vie. Et ils sont nombreux. Adrien Taquet, enfin, il y a des tas de gens qui n'étaient pas Bien des sûr. militants de base. Bien sûr. D'autant plus qu'ils sortaient pas d'un parti, puisqu'il y Oui, avait mais pas de ça c'est parti. en marche. Oui, mais Oui, ça c'est c'est en en marche. marche. Par définition, ils ne pouvaient En pas. 2017. Oui, mais avoir ils sont collé pas des tous affiches. en marche. Bruno Le Maire, il n'était pas en marche. Alors peut-être que Bruno Le Maire Mais avait non, déjà mais lui, il a collé des plus jeune, oui. Ouais. Mais 2017, il y a eu un c'était changement big bang déjà. politique. Oui, 2017 a été un vrai changement. Attendez, pas tous ensemble. Ce Vas-y. changement, Ils ont contribué. effectivement, on a intégré des entrepreneurs à la réflexion des politiques. C'est, à mon avis, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se faisait officiellement. On avait une mission
on a travaillé pendant 6 ou 8 mois là-dessus. On avait une vraie mission et ça a été très utile. Et ce qui est important, c'est qu'on a continué à avoir des rapports avec les ministres qu'on avait côtoyés, que moi j'ai revu Olivia Grégoire régulièrement, elle est sur les problématiques de RSE aujourd'hui qui m'intéressent beaucoup. Donc on a toujours des dialogues, on peut leur proposer des choses aujourd'hui. Et moi, j'ai cette possibilité, j'ai cette écoute finalement des entourages des ministres, des cabinets, des conseillers et autres, qui sont à la recherche des chefs d'entreprise. Et je pense qu'en leur parlant, en leur expliquant ce qu'on veut, ils comprennent parfaitement. Et c'est après à eux de faire le boulot. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas capable de parler à l'administration, mais les conseillers et les cabinets savent le faire. Hier, Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, m'a apporté des chiffres sidérants sur les think tanks en France. Et pourquoi est-ce que, Isabelle, ce que tu viens de dire, en fait, la France s'est arrêtée de penser, s'est arrêtée de réfléchir. Le budget moyen d'un think tank en France, même les plus prestigieux, Montaigne, Institut de l'entreprise et tout, 150 000, 200 000 euros. L'équivalent en Allemagne, on ne parle même pas des fondations aux États-Unis, 50 millions d'euros. Non mais tu te rends compte du truc, Denis. Est-ce que ça, c'est pas une aventure entrepreneuriale qui te donnerait pour le coup, enfin, tu vois, tu réapprendrais au parti à penser, Stéphane, si tu montais un tel truc. J'ai monté un think tank, j'ai monté Croissance Plus, qui est le think tank qui a été le think tank de la croissance pendant 25 ans. Donc je connais parfaitement ces métiers-là et qui a un budget bien supérieur à ça, Et depuis, j'ai vu émerger d'autres think tanks. Moi, j'ai pas du tout un regard. Alors, je vais être un peu sévère, mais qu'est-ce qu'ils produisent la Croissance Plus ? Ça continue à produire ? Bien sûr, ça continue à produire. Il y a un programme qui est très clair pour la présidentielle, dont je me suis inspiré en partie pour toute la partie innovation. Donc, bien sûr qu'ils produisent. Donc, non, la France s'est pas arrêtée de penser. D'ailleurs, moi, j'ai un regard qui est différent. Denis, je vais être très franc. Il se trouve qu'il est venu là, j'ai oublié son nom, pardon, le nouveau président de Croissance Plus. Oui, Thibault Bechtoil. Oui. Mais rien. Convaincu, mais je sais pas. Mais surtout, mais rien de neuf, rien. J'ai pas eu le même. Tu vois, l'équivalent du slogan de Macron, l'un des slogans de Macron qui me. Alors, ok, ça n'a rien donné. N'empêche, c'est des trucs qui tout à coup sortent. Ouais. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Là, tout à coup, t'as un truc neuf. Thibault, il ne fait pas de la politique. Il fait pas de la politique. Thibault, il explique simplement ce que sont les problèmes de façon pragmatique, comme le fait un entrepreneur. Il n'est pas à développer les slogans. Moi, je ne suis pas d'accord avec Erwan Tison. Moi, j'ai une vision différente. Je pense qu'au contraire, la France a plus que jamais des think tanks, comme jamais elle en a eu. C'est pas suffisant, c'est des petits budgets, mais on n'en a jamais eu autant. Moi, quand j'ai préparé ma campagne, là, parce qu'effectivement, j'ai dû sortir un programme, vas-y. En deux mois à peine, j'avais profusion d'offres par rapport à ce qu'on a connu nous en 2012, 2013, 2014. J'avais beaucoup plus de gens qui faisaient des offres. J'avais des Molinari, j'avais des Thomas More, j'avais l'IFRAP, j'avais effectivement tous les autres, Montaigne. Je trouve qu'il y a au contraire beaucoup plus aujourd'hui par rapport à 2013-2014 de production intellectuelle et de production d'idées. Le problème, c'est que les politiques s'en contrefichent. Les politiques ne les écoutent pas, ne les reprennent pas. C'est ça le problème, Stéphane. Et donc moi, je suis passé à l'étape d'après. J'ai été think tank pendant 25 ans, pendant 20 ans. Je suis passé à l'étape d'après. Je suis rentré dans le jeu pour les déstabiliser. Et j'ai réussi. En 2017, on a eu une vraie présidentielle avec des vrais débats. On n'avait pas un débat sur le coût du permis de conduire. On a eu un parti nouveau même qui s'est créé. Effectivement, j'étais enchanté de le voir émerger. Je trouve qu'il n'a pas fait assez de choses derrière. Je trouve en particulier que les gens de la société civile qui a fait rentrer Macron, je trouve qu'il n'a pas su en tirer parti. Alors, je voulais vous en parler. Par exemple, moi j'avais soutenu Fillon à la présidentielle. Quand il est parti, quand il a disparu, pour les raisons qu'on connaît, j'ai décidé de soutenir Macron. Et aux législatives, j'étais installé à Boston à ce moment-là, et j'étais approché par une équipe En Marche, qui m'a dit, Denis, est-ce que tu veux pas soutenir le candidat En Marche, candidat député En Marche, Amérique du Nord, qui s'appelle Roland Lescure. J'ai regardé le contexte, et j'ai vu qu'en face de lui, il y avait un candidat des Républicains, qui était un ancien ministre, et qui disait « Moi, je connais mieux Macron que le candidat En Marche. » Je dis « Attendez, vous êtes candidat républicain, il se défend comme connaissant mieux Macron. » Mais comment il s'appelait d'ailleurs? On le connaît comme Frédéric Lefebvre. Mais voilà, Frédéric Lefebvre. Et donc, je me suis dit, je préfère l'original à la copie. Et donc, j'ai décidé de soutenir le candidat de Macron parce que c'était quelqu'un de la société civile, c'était ce qu'on avait recommandé avec nous citoyens, c'était exactement ce qu'on cherchait. C'était un type, c'est quelqu'un, Roland Lescure, qui a été le responsable de la stratégie d'investissement de la Caisse des dépôts du Québec pendant des années, donc qui est sorti de France, qui a eu des responsabilités élevées dans une institution financière au Québec. C'était exactement ce qu'on pensait nécessaire pour aider à renouveler effectivement la classe politique et les idées. Et donc, j'ai soutenu Roland Lescure. Et il a été élu avec 90% du. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais il a été élu. Et derrière Roland Lescure,
il a fait une carrière, il est bon, c'est bien, il est président de la commission économique à l'Assemblée, il dirige la commission économique à l'Assemblée. Ce qui est bien. Mais Roland Lescure, moi je l'aurais vu ministre tout de suite, compte tenu de son parcours, compte tenu de son expertise, il aurait fait beaucoup plus de choses au plan économique. Je pense qu'il aurait Bruno Le beaucoup Maire. moins que tous les autres, et en particulier dans la sphère économique. Il connaît l'entreprise. J'aime beaucoup Oui, Bruno oui, Le Maire. mais pour le coup, il a été très connaît l'entreprise. efficace. Il a été très Vas-y, efficace vas-y. parce que Roland Lescure, justement, Oui, oui, c'est il un a très bon travaillé avec exemple. nous sur la loi Mais- Pacte, et c'est lui qui était à la manœuvre derrière Bruno Le Maire, et c'est lui qui suivait tous les députés qui travaillaient avec nous, et donc Roland il était là à toutes les réunions. Tout à fait. Et Bien sûr, c'est lui évidemment. qui a été un des Son artisans job. de la loi Pacte. Mais c'est son clairement. job. Donc, Mais mais la ce loi job, Pacte, il c'est l'a pas- fait. la Il loi l'a fait Pacte, mieux que s'il avait été Sylvain, ministre. Sylvain, la loi Pacte, c'est très bien, mais la loi Pacte, c'est pas le truc qui va réformer On le est pays. d'accord. Excusez-moi, le pays aujourd'hui, on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. C'est gravissime, à 11 points de PIB, aussi bas que la Grèce. On détruit des emplois industriels encore à toute vitesse partout en France. Et les gars, réveillez-vous, c'est vachement grave ce qui se passe aujourd'hui. Oui, non, Or mais- ça, on n'a pas travaillé dessus. On n'a pas travaillé dessus, Stéphane. Mais bien sûr on est en que si, train... tu vas me Mais dire, non, tu vas on est me en dire train de baisser les tu vas me dire impôt de de 10 production. milliards. Ouais, ben voilà. Mais il faut les baisser de 30 et il faut pas le faire en Et endettant nos l'ensemble enfants. de la... Non, mais Il ne faut après... pas le faire en endettant nos enfants, Stéphane. Il faut le faire en travaillant sur les structures administratives centrales qui sont pléthoriques, qui coûtent une fortune et qui ne sont pas Tu productives. vas nous mettre, C'est ça, le dans une sujet. situation où on va être obligé de défendre le bilan. Moi, je m'en Oui, fous c'est complètement. ce que je vois. Non, mais je m'en C'est fous ce que je complètement. vois. Mais non, mais tu peux pas balayer d'un revers de main l'ensemble des réformes pénicaux. Tu peux pas balayer d'un revers de main la réforme de la formation. Tu peux pas balayer d'un revers de main tout ce qui est fait justement sur la façon dont la réindustrialisation aujourd'hui est en train de percoler dans tout le pays. Absolument pas. Enfin, excuse-moi. Aujourd'hui, le sujet. Mais bon de Dieu, mais oui, mais là tu fais de la c'est politique, d'abord- Denis. Non, En non, fait, non. là tu fais de la C'est politique, d'abord tu la vois. baisse d'impôts de production, et je le dis en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, proche aujourd'hui à travers mon métier d'industriels français que je croise tous les jours et qui n'arrivent pas à être compétitifs par rapport Évidemment, simplement à mais nos on est voisins. tout à fait d'accord. Mais Par on est rapport à tout à nos fait voisins. d'accord avec ça. Mais enfin, la baisse des impôts de production, elle a commencé. C'est Voilà. bien le Oui, premier mais c'est gouvernement pas à avoir baissé suffisant. de 10 milliards. Mais c'est pas suffisant. Et en plus, on le évidemment que c'est pas fait suffisant. sans Après, baisser c'est la le dépense. choc du réel, On le tu fait en comprends, mettant de la Denis. dette sur la tête de nos enfants, Stéphane. Oui, enfin, elle est sur Donc, notre c'est tête pas aussi, sans- hein, Mais mais en fait, Et sur notre tête aussi. Denis, en fait, cette baisse des impôts de production, elle Mais est non, très mais c'est importante. Parce que moi, j'avais proposé ça au tout début du pacte à Bruno Le Maire. J'avais dit, il faut qu'on baisse les impôts de production, parce qu'en fait, c'est ça. On engage un marathon avec un sac de 50 kilos sur le dos. C'est pas possible. On a 60 milliards. On avait à l'époque 60 milliards d'impôts de production en plus que les Allemands. C'était absolument insupportable. Donc, à l'époque, ils m'avaient dit, on peut pas le faire tout de suite, mais on va le faire dans 2 ans. Et ils l'ont fait 2 ans plus tard. Et cette baisse des impôts de production, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle a montré finalement que sans ce poids d'impôts de production, les entreprises investissaient plus, les entreprises recrutaient plus, et que la baisse du chômage et la reprise de l'investissement, c'est aussi dû à ces 10 milliards qui pèsent plus sur nous. Et je pense que ça va inciter les candidats, et particulièrement Emmanuel Macron, à proposer une baisse supplémentaire des impôts de production dans le prochain quinquennat. J'espère. Parce que ça, on sait que ça marche, Mais- on voit que ça fonctionne. Oui, on sait que ça marche, Sylvain, mais enfin- j'espère avec une vraie baisse de la dépense publique, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas comme ça. Mais Aujourd'hui, en fait, on il faut bien rajoute commencer par des quelque impôts chose. et de la dette. Denis, on est Donc au c'est cœur du très truc. grave. Donc On c'est est au très cœur grave. du truc. Une fois que tu dis, parce que c'est le choc du réel à un moment. Mais le choc du réel. C'est le choc du réel. Mais enfin, Stéphane, bon Dieu, le choc du réel, tu on vient tous vois de ce la qu'on a vraie vie. tu vois, Oui. mais on vient tous de la vraie On vie. vient Tu vois tous ce de qu'on la a vraie traversé sur les 5 dernières années. Donc, à un moment, On a traversé, on a eu la pandémie pendant en 2 termes ans, de mais choc de avant ça- réforme. Ah, mais on a rien eu. Mais tu ne peux Pourquoi rien on a eu les gilets jaunes. Pourquoi on a eu Non, les non, gilets non, mais jaunes avant les Gilets jaunes, Parce réforme qu'on des a retraites. rajouté- Réforme des retraites, par exemple. Mais la réforme Tu des vois retraites- bien mais la réforme des la retraites, elle était difficulté. d'une complexité. Tu vois bien la difficulté à Bien faire sûr, bouger c'est le compliqué. pays. Donc Bien voilà, sûr, c'est c'est ça le compliqué, sujet. je Tu dis pas le comprends? contraire. Ton volontarisme, en fait, moi, là où le sujet me passionne, c'est que ton volontarisme d'entrepreneur, si un jour, évidemment que tout cela, nous voterons pour toi, si un jour tu te retrouves, mais tu te prendras le même choc du réel. Non, mais Stéphane, évidemment. Mais si on n'est pas plus ambitieux, la démarche homéopathique qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et il faut commencer par faire un travail de pédagogie. Ce que j'ai essayé de faire moi dans ce débat-là, court, mais qui a été quand même très intense, j'ai essayé de faire la pédagogie, d'expliquer la gravité de la situation. Ce que je viens de vous dire, 11 points de PIB de niveau d'industrie en France, le même niveau que la Grèce. C'est un scandale.
On est le Tiens, pays j'ai qui a même un co-inventé truc l'aviation. encore On a plus fort co-inventé pour toi, l'automobile. on est passé en termes de commerce extérieur derrière l'Italie, là. Oui, on est Voilà, à sur les non, derniers mais Stéphane, on est à 82 milliards de déficit quand l'Italie est à 63 milliards d'excédents. La Belgique est à 21 milliards d'excédents. Effectivement, si on avait le même excédent de la Belgique, on serait à 120 milliards d'excédents et pas à 83 milliards de déficit. C'est gravissime. Mais C'est bien sûr, gravissime ce qui se passe. mais ça Et fait c'est gravissime pour les classes populaires. Tu Et peux donc, ce pas, que tu je peux fais, pas moi- sauter sur ta chaise en disant c'est gravissime. Mais si, parce Et que en face personne ne dire le fait. je vais baisser les impôts de production, Mais- c'est pas la mais solution, si, certainement si, pas. si, Elle est si, beaucoup ça- plus vaste et beaucoup plus parce large. que j'explique comment Voilà. on fait, parce que va voir mon site internet deniper.fr. J'ai tout expliqué sur mon site. Mais non, mais il y a J'ai tout l'ensemble de la expliqué. Comment est-ce responsabilité qu'on fait des industriels qui eux-mêmes n'ont pas bougé pendant des années. Enfin bref, Oui, c'est un problème facile. beaucoup plus large Oui, et beaucoup plus sûrement. vaste. Mais sûrement. C'est pas 20 milliards de mais baisse comme l'a d'impôts de dit production Sylvain, qui t'expliquent. comme l'a dit Sylvain, on a fait 10 milliards, on a tout de suite vu l'impact. Donc je suis Non, mais d'accord avec l'impact, cette il est analyse. partout sur tout l'investissement. Voilà, On a tout l'ensemble de des suite vu secteurs. l'impact. Bon, les amis. Donc moi, je suis allé faire de la pédagogie, expliquer ce qu'il fallait faire et comment essayer de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, attention, je ne dis pas que c'est facile. Mais je dis que si personne ne fait ce travail de pédagogie et que si personne ne s'y met, on va rester dans l'homéopathie et on va avoir de très, très Mais la sérieux problèmes. difficulté, c'est que le pays n'est pas prêt à entendre ça, en fait. C'est-à-dire que quand on voit que 5 je euros suis pas d'APL ou que le 80 km/h ou l'autre 90 déclenche des gilets jaunes, supprimer 600 000 emplois de fonctionnaires, ça passe pas facilement. Mais parce qu'il faut Personne n'est expliquer d'accord. comment. Mais non, mais on peut mais pas Sylvain, expliquer faut comment. expliquer comment. même- Mais si, il y a 1,2 million de fonctionnaires qui Mais disparaissent de le pays l'effectif n'entend Bon, mais pendant ça 5 s'éloigne de notre ans. sujet. Mais non, vous non, savez c'est qu'on serait important. entraîné Mais là-dessus. si, c'est important. Non, Il y a on revient million sur de fonctionnaires qui quittent la revenons fonction sur publique en 5 ans. Revenons- Donc, on ne renouvelle pas la moitié des postes. C'est pas un Denis, problème. revenons sur, justement, avec En Marche, non, mais un c'est certain essentiel. nombre d'entrepreneurs ont en fait été élus. Oui. Je pense par exemple au merveilleux Bruno Bonnel. Oui, je pense à Bruno. Voilà, Bruno. Oui. Alors Bruno, publiquement, évidemment, tout va très bien, la politique c'est formidable, j'avance, etc. À l'arrivée, en fait, mais justement, à l'arrivée, en fait, il s'est Oui, mais il s'est attention. heurté au réel, à ce que Attention. décrivait Sylvain. Non. Je pense qu'il y a des problèmes de personnalité. Attendez. C'est pas qu'une question. Je suis entrepreneur, donc je vais effectivement pouvoir bouger l'intégralité des lignes. Ou je suis homme politique, etc. C'est quand même effectivement beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des hommes ou des femmes qui se saisissent d'un sujet et qui les font avancer. Un entrepreneur, à sa manière, a envie de changer le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, on œuvre pour l'intérêt général. Ce que certains politiques ont du mal à Certains comprendre. entrepreneurs. Je pense beaucoup d'entrepreneurs. C'est tellement difficile d'être entrepreneur qu'il faut vraiment avoir la foi. Et je pense qu'à sa manière, on change le monde et on essaie effectivement d'œuvrer pour l'intérêt général. Ce qui nous rapproche, d'une certaine manière, de l'homme politique. Tu as raison. Et la seule différence, c'est que l'homme politique met sa tête sur des affiches. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a une notoriété dans les rues, c'est très différent. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Sylvain. On a un rôle qui est différent. Cela dit, lorsqu'on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a effectivement des très grands entrepreneurs qui ont eu cette force de se dire « Ok, moi aussi, je me jette dans l'arène ». Certains réussissent. Ils ont œuvré pour la loi Pacte. D'autres ont plus de frustration. Mais après, c'est des questions de personnalité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a une dizaine d'années où il y avait une majorité de hauts fonctionnaires. Et rien que ça, c'est une respiration. C'est un progrès. Bien sûr. Rien que ça, c'est un progrès. Attends, Mais si on revient sur... Sylvain allait dire un truc et après, J'allais moi, j'ai dire- une question à te poser. J'allais dire une chose un peu délicate. Ce que je disais à Denis tout à l'heure, c'est que Une de plus. on peut avoir de très bonnes idées, on peut vouloir faire de très bonnes choses, supprimer 600 000 postes de fonctionnaires, c'est une excellente idée. 620. Mais il faut 620 000, il faut que les Français soient d'accord. La grande différence avec l'entreprise, c'est que le chef d'entreprise peut prendre des décisions sans avoir la majorité de ses salariés qui sont d'accord. L'homme politique ne peut pas. Et c'est la vraie différence, c'est que la démocratie empêche finalement l'homme politique de faire ce qu'il aimerait faire, qui est peut-être très bon pour le pays finalement. Le chef d'entreprise, lui, il a ce pouvoir de décider. Alors, il peut décider contre ses salariés, il peut vraiment décider contre eux. Les syndicats auront un mot à dire, mais il peut décider. C'est une grande différence. Et moi, je suis heureux d'être entrepreneur. Je n'ai pas cette frustration de vouloir faire des choses que je ne peux pas faire. Quand je veux faire quelque chose, Attends. je la fais. Ma Attends, conviction, Denis, Sylvain. la question. Je peux répondre, mais je vais répondre quand même. Mais vas-y. Oui, mais je répondrai non, aux parce que deux. c'est alors. juste, c'est ce que Je vais disais, répondre aux deux points. Ouais, voilà, tu répondras aux 2 points. Mettre sa tête sur une affiche. Ouais. Est-ce que c'est pas quand même quelque part le moteur aussi
de ton truc. C'est-à-dire, tu as envie aussi de mettre ta tête sur une affiche. Non, pas du tout. Tu as envie d'être en première ligne. Alors, on peut pas dire ça parce que alors moi, et Isabelle peut en témoigner, à l'époque de nos citoyens, j'ai jamais été candidat à rien. Aux européennes, j'étais candidat à rien. J'ai jamais été candidat à rien. Moi, j'ai jamais voulu voir ma tête sur une affiche. Moi, j'ai fait ça pour l'intérêt général. Depuis 25 ans, Croissance Plus, j'ai passé 1 an et demi, j'ai passé la main après. Nous, citoyens, j'ai passé 1 an et demi, j'ai passé la main. Donc moi, j'ai jamais cherché à faire ça pour moi et pour avoir la tête sur l'affiche. Isabelle ? Non, moi, j'y Mais vais. je pense que mettre sa tête sur l'affiche, c'est très Mais courageux. par contre, c'est important de le C'est faire. très courageux, Ouais, mais c'est est-ce important que de vous le n'avez pas envie de mettre votre tête sur l'affiche ? Non, pas du tout. Non, parce que vraiment pas. non, parce que alors les conséquences derrière, en plus, moi, une des raisons pour lesquelles à un moment donné, j'ai décidé de lever le pied aussi, c'est que c'était très difficile à vivre pour la famille et pour des jeunes enfants en particulier. C'était un changement de vie profond auquel la famille n'était pas forcément prête à l'époque. c'est vrai. Et il y a 10 ans, c'était donc, encore rien par rapport à aujourd'hui. Non, mais exactement. Donc non. Alors ça, au contraire, c'est plutôt la contrainte. Moi, je le vois plutôt comme la contrainte. D'accord. Je le vois comme la contrainte. Mais moi, j'y vais par conviction, parce que pour répondre à Sylvain, maintenant, j'en profite. Oui, bien sûr que on peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais par contre, il faut convaincre les Français. Et je pense qu'on peut parfaitement les convaincre que simplement ce travail de pédagogie, il n'est pas fait. Il n'est pas fait beaucoup parce qu'effectivement, les politiques sont des gens qui n'ont pas l'expertise qu'on a nous. Moi, quand je vois le fonctionnement de l'administration aujourd'hui, je vois tout de suite où ça va pas. Par exemple, quand on a un système de santé dans lequel le système privé coûte 30% moins cher que le système public et le système public coûte 30% plus cher, sans raison valable, où on explique que c'est parce qu'il y a des étudiants à former, les étudiants ils sont payés 3 francs 6 sous, ils travaillent 60 heures par semaine. Donc c'est pas ça qui explique que c'est 30% plus cher. Moi je vois tout de suite pourquoi ça va pas. Je vois tout de suite que les ARS elles fonctionnent pas bien, que le système qui marche bien c'est le système de Saint-Joseph à Paris, hôpital privé à but non lucratif, avec des gens qui sont responsabilités. Denis, C'est tu le le système de vois, liberté et mais enfin responsabilité. bon Dieu. Donc je suis capable Depuis d'expliquer. El Khomri, tu vois bien comment le pays Mais non. réagit à Mais parce- chacune réforme un peu courageuse. Mais parce qu'ils Tu le n'ont vois, pas, quand ils ne même. font pas ce travail de pédagogie, parce que c'est pas leur Que toi, truc. tu sauras faire. Parce que, Alors après- en tout cas, j'essaierai. En tout cas, Non, j'essaierai. Il y a En un tout cas, point j'essaierai. clé qu'évoquait effectivement tout à l'heure Sylvain. C'est-à-dire que les prises de position courageuses peuvent remettre en cause un mandat. Et lorsqu'on est carrière de politique, sûr. c'est un vrai sujet. Syndrome Schröder. Et donc, Ça s'appelle. et c'est un vrai sujet. Et donc, quand vous n'avez que la politique, eh bien, c'est compliqué. Bien sûr. Alors que lorsque vous avez une vie, que vous avez été médecin, notaire, profession libérale, chef d'entreprise, etc., vous êtes beaucoup plus détaché parce que vous avez une vie à côté. Et ce qui sclérose aujourd'hui la politique, je pense que c'est beaucoup ça. Quand vous avez un Gaudin qui reste là pendant 50 ans, 60 ans, quel que soit le bilan, Oui, mais alors, mais c'est Mais pas enfin, normal. il y a C'est beaucoup- pas il y a beaucoup normal. d'hommes politiques qui étaient médecins. On en voit. Il y a Juvin qui est là. Véran, le ministre de la Santé. Il y en a beaucoup Le qui étaient ministre de la médecins Santé. Exemple formidable. et ça ne les empêche pas d'être des hommes politiques comme les autres. Je ne Mais parle oui, pas de Ouais, mais je cela. sais pas si Ils les ont médecins eu- sont des entrepreneurs, tu vois. Non, c'est un mais autre non, sujet, mais voilà, toute c'est- l'idée, c'est d'avoir une liberté par rapport au mandat. Si faut- vous êtes accroché à votre mandat, Ouais, tout c'est à l'heure intéressant. Stéphane me disait c'est du clientélisme. Mais si vous êtes accroché à votre mandat, vous arrivez à un moment donné, en plus vous êtes mal payé. C'est ça en plus. En Il y a plus. deux difficultés. Ouais, C'est tout que à vous ne fait. gagnez pas bien votre vie. C'est vrai. Et qu'en plus, quand vous n'êtes plus élu, vous n'avez pas le chômage. C'est arrivé à un maire, je crois, socialiste dans les Rhône-Alpes, le pauvre. Il avait démissionné de son poste. Il a eu un mandat de maire. Après son mandat de maire, il n'a pas été réélu. Il n'avait même pas droit aux allocations chômage. Donc il y a un problème aujourd'hui de liberté et de relation par rapport à l'engagement politique qui sclérose le système et qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on a des gens tout d'un coup qui vont voter. Alors, remarquez, là, on a Éric Zemmour qui est arrivé, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas été identifié parti. Qui a même, qui a même édité son bouquin, un compte d'auteur. Enfin, on en la pense ce pub. qu'on veut, mais il y a une pub. démarche entrepreneuriale dans ce qu'il fait. Aucun doute. C'est parce qu'il s'est fait virer par son éditeur d'abord. Et alors C'était pas prévu, mais très Il bien. y a combien absolument. d'entrepreneurs qui ont commencé parce qu'ils se sont fait virer par leur patron? Donc là, on va avoir Hein de nouveau une présidentielle. On va avoir de nouveau une présidentielle avec des personnalités qui n'ont pas été repérées par des partis politiques et qui rentrent dans l'arène avec des idées, moi je ne suis pas d'accord avec toutes bien évidemment, mais avec des idées nouvelles qui semblent plaire à 15, 16, 17% de la population. Zemmour avait été identifié par Marine Le Pen aux européennes et elle lui avait proposé la 3e place. Donc il était quand même un peu identifié par certains. Mais c'est vrai qu'il va se retrouver candidat, son parti, à la Macron. Puis c'est son modèle, Macron, pour C'est-à-dire, l'élection. mais ce que tu dis, Isabelle, ce que vous dites, si par exemple Macron n'avait pas eu en tête sa réélection, il aurait été beaucoup plus volontariste. C'est évident. Et c'est évident. C'est évident. C'est le syndrome Schröder.
Il y a Gerhard Schröder qui a été battu pour avoir réformé l'Allemagne en profondeur. Ouais. Et ça s'est joué à peu de choses près, mais il a été battu. Le syndrome Schröder, ils ont tous ça en tête. Et moi, je pense que Macron, effectivement, a probablement été freiné dans son élan. Mais je pense qu'il est quand même d'une grande liberté, beaucoup plus que d'autres. Plus que les autres, quand même. Et il y a eu quand même le Covid. Je veux dire, à un moment donné, on a eu quand même une période. La réforme des retraites, elle était morte avant le Covid. Oui, mais elle était morte avant le Covid. Elle était morte avant le Covid. On a eu quand même un mandat qui était très différent de tous les autres. C'est une réforme. Et c'est surtout Non, mais c'est pas la bonne. Mais tu te rends compte, enfin, je veux dire, pardon, Denis, mais regarde, en termes d'efficacité de la dépense publique, etc., de justice, de tout ce qui t'anime, chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Tu te dis, si tu ne peux pas mettre en place une telle réforme dans notre vieux pays, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, Stéphane, Denis ? il l'a pas mis en place parce que c'était pas la bonne réforme. Il allait mettre la main sur des systèmes de retraite qui fonctionnaient très bien, d'un certain nombre de professions libérales qui géraient très bien leur La système de CIPAV retraite. notamment. Ouais. Mais oui, c'était Les 10 milliards de la CIPAV. Mais oui, c'était pas la bonne réforme. En La tant bonne que réforme, cotisant à la CIPAV, j'ai été très sensibilisé à cette J'imagine, histoire. j'imagine. C'était la réforme paramétrique qu'il fallait faire. C'est une réforme simple, passer à 65 ans, 44 ans de cotisation, ça n'aurait pas été facile. Mais là aussi, il fallait des gens qui n'avaient pas peur. Il fallait des gens qui n'étaient pas dans une logique de réélection. Il fallait dire, par exemple, Et tu rachètes les régimes spéciaux ? Non, même pas. Service même minimum pas. obligatoire dans tout. Non, même pas. Service minimum obligatoire dans tous les services publics. C'est tout. Mais on n'a pas le droit de Sarkozy l'a bloquer. fait, ça t'empêche pas de ne pas avoir Il de n'y a pas train. fait de vrai service minimum. Obligatoire, mais mais c'est tout le problème. si. Mais non, mais il n'y avait pas de sanction derrière. Mais non, il n'y avait pas la fermeté qui allait avec. Bon, il n'empêche, vas-y, on peut pas- Sylvain, on peut pas- on arrive au bout. On ne peut C'était pas génial. enlever à Emmanuel Macron le fait d'avoir agi quand il fallait agir. Parce que quand on a pris le Covid en pleine figure, je peux vous dire qu'on est content d'avoir eu Emmanuel Macron comme président plutôt que certains autres. Non, mais avant. je Et pensais- parce que quand j'entends encore Valérie Pécresse dire il a cramé la caisse, crame la mais caisse. heureusement qu'il a cramé la caisse. Et c'est parce qu'il a cramé la caisse que le chômage Elle lui est reproche- en bonne non, voie elle lui aujourd'hui. reproche de continuer à Maintenant, la oui, cramer voilà, maintenant. c'est surtout ça. Mais on n'est pas sorti du Covid. Maintenant, c'est ça le sujet. Non. Il fallait agir et je ne suis pas sûr qu'un autre président l'aurait fait. Il l'a fait, il a sauvé beaucoup d'entreprises, dont la mienne certainement, dont beaucoup d'autres. Dont Il a la sauvé mienne. beaucoup de commerçants, mienne. il a sauvé beaucoup d'artisans, et il Absolument. a sauvé beaucoup de Par chômeurs rapport à ce finalement que qui tu ont disais trouvé du tout à l'heure, boulot. tu sais, par rapport à ce que C'est tu disais que les tout à l'heure, chefs d'État ont fait partout. celui Non, à qui- non, non, mais en moi je suis dans Allemagne d'autres pays. aussi, Non, aux l'Allemagne n'a Pays-Bas pas du tout aussi. fait Non, ça. non, mais juste un mot L'Allemagne n'a pas par du tout rapport à fait ce que ça. tu Il y a disais les tout à États-Unis l'heure. encore moins. Il n'y a pas eu un effondrement. Mais si, les États-Unis ont sauvé plein Non, pas d'entreprises. du tout. Les États-Unis ont donné la sécurité sociale à tout le monde parce qu'ils Bon, ne les l'avaient pas amis, avant. les gars, c'est pas. On- Non, c'est juste le sujet, moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'État profond, la capacité de Bruno Le Maire à tordre le bras. C'était. Le sujet, c'est assumer l'effet d'aubaine. Ok, il va y avoir partout des effets d'aubaine, ce que l'administration ne supporte pas. Et la capacité de Bruno Le Maire à tordre le bras, pour le coup, à l'ensemble de ses administrations, milite pour l'idée, justement. C'est-à-dire, je ne sais pas si un entrepreneur, si tu vois, si quelqu'un qui ne connaissait pas intimement le fonctionnement de cet faut les état deux, profond Stéphane, il faut les aurait deux, hein. pu Il faut les deux. faire ce que Bruno Le Maire a fait. préconise pas, je Voilà. Bruno Le préconise Maire pas a eu qu'il un faille- deuxième avantage, c'est faut qu'il les deux. il est resté 5 ans ministre de l'économie, ce qui n'est pas arrivé souvent. Parce Oui, que mais ça, c'est pas. il change tout le temps. Je crois Non. qu'il aurait aimé changer. Non, je suis pas sûr. En tout cas, il a eu 5 ans pour agir, comme Blanquer. crois pas qu'il aurait aimé être C'est Premier important ministre d'avoir des ministres qui restent longtemps. En Allemagne, vous voyez que les ministres ne changent pas tous les 6 mois. Le ministre des Finances, Denis. il est resté là des années et des années. Et tu vas remonter à cheval, forcément. Je sais pas. Non, je sais pas. Moi, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai essayé de contribuer à ce que l'esprit du programme de Fillon, avec la réforme de l'État, soit dans le débat du Congrès. Il y a 2 candidats qui se battent dessus avec beaucoup d'énergie, Ciotti et Pécresse, et je suis très content. J'ai un tout petit peu contribué. Je suis probablement pas le seul, mais j'ai un peu contribué. Quand j'ai annoncé mon programme le 16 octobre, dans les 2 jours, tous les 2 sont arrivés. On est au bout, Et mais donc, je veux juste et donc savoir je si tu vas termine. remonter à cheval. Et donc aujourd'hui, moi, je suis très content de redevenir un entrepreneur dans la Bon. transition énergétique. Avant de rebasculer dans la réalisation. Mais même question, Isabelle. Ah, mais moi, je Toi, pense t'es que. vacciné ou. Enfin, non, vacciné, pas pardon. du Pas du tout. Je pense que. Tu peux remonter à cheval Bien si sûr. jamais Mais l'occasion se bien sûr. représente. Et je le ferai avec très grand plaisir. Et tu laisses, à ce moment-là, tu sais quoi, c'est la parenthèse pour Retency, parce que tu es chef d'entreprise. Non, mais je me suis engagée auprès de Denis, j'étais avant Retency, donc ça a été vraiment une parenthèse. Et lorsque je me suis engagée avec Cédric Villani, parce que je pensais qu'il fallait absolument renouveler la municipalité à Paris, avec des gens nouveaux, je me suis effectivement mis en backup de mon entreprise. C'est essentiel. Et Sylvain, toi, tu toucheras jamais. Ah non, ça, j'y toucherai jamais. C'est pas dans mon ADN. Non, Enfin, mais moi, j'admire les gens qui le font, mais moi, je suis pas capable de le faire. Et il faut être. C'est extrêmement violent en plus. Hein. Non, mais on l'a bien Devenir- compris. ouais, Non, mais c'est ça, on l'a bien extrêmement compris. On l'a bien Et compris. moi, j'ai pas du tout envie de cette violence. Les amis, merci infiniment pour ce débat. Merci et donc, beaucoup. on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.
Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.